Merci à tous de vous être connectés. Vous êtes assez nombreux. C'est très agréable de voir de la motivation autour de ce sujet-là. On regarde la crise énergétique de l'année dernière. On ne s'étonne pas de voir autant de consommateurs se poser la question des BPA. L'objectif de ce webinaire, c'était de vous partager notre retour d'expérience avec ACE, notre ressenti sur la réalité de ces contrats. Ça commence à être des contrats qui sont de plus en plus standardisés, de plus en plus homogènes. Et donc, l'idée, c'était de partager les éléments pour savoir à quelle sauce on est mangé quand on se prépare à se lancer dans une négociation de PPA. Avant de se lancer sur cette question-là, sur les PPA, je voulais éventuellement planter deux mots sur qui est ACE Énergie, parce que c'est pas forcément une entité qui parle à tout le monde. ACE Énergie est une société de services en performance énergétique. Historiquement, on est plutôt un acteur du financement de la transition énergétique. On est notamment délégataire sur le marché des certificats d'économie d'énergie. On accompagne les clients sur d'autres véhicules de financement, mais c'est les C2E qui constituent notre cœur de métier au moins historique. Et puis, depuis après 2021, on a également rajouté à cette brique financement une brique conseil. Et aujourd'hui, c'est plutôt un webinaire porté par l'équipe conseil qui évoque la problématique des PPA. Et l'équipe conseil accompagne trois populations d'acteurs, les énergo-intensifs, les grands consommateurs d'énergie, les entreprises qui veulent faire partie de la transition énergétique ou en font éventuellement déjà partie, et puis les investisseurs qui souhaitent positionner leur portefeuille d'actions et leur portefeuille d'investissement dans un monde compatible avec une trajectoire de degrés. Un mot sur notre rôle de l'équipe conseil. Auprès des grands consommateurs, on adresse trois typologies de questions. Des questions liées aux achats d'énergie, et c'est clairement dans cette optique-là que ce webinaire s'inscrit, autour à la fois des stratégies d'exposition marché, des PPA, peut-être de contrats, de spécificités réglementaires quand un acteur attaque un nouveau pays avec ses propres règles en termes de consommation d'énergie. On accompagne également des clients, notamment industriels, autour de la question de la sobriété de leurs opérations, où là, c'est plus casque sur la tête et chaussures de sécurité aux pieds pour aller sur des usines et faire émerger des plans de performance énergétique ou aider à choisir des investissements dans la décarbonation. Et puis, en ayant une vision un peu plus large, réfléchir à des stratégies de décarbonation. Comment est-ce qu'on fait pour se décarboner à l'horizon 2030, 2040? Et parmi les leviers qu'on va activer, quels sont ceux qui rapportent de l'argent et quels sont ceux qui vont plutôt avoir tendance à en coûter. Si je reviens maintenant au sujet qui nous anime aujourd'hui, celui des PPA, la structure qu'on voulait vous proposer pour cette thématique-là, et encore une fois, je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à intervenir dans les deux petits onglets à droite de questions ou de chat, si jamais il y a des points que vous souhaitez approfondir. On compte aborder ce webinaire en deux parties. Une partie que je présenterai sur ce qui veut être un contexte assez global sur le marché des PPA aujourd'hui. À la fois définir ce que c'est qu'un PPA ou quels sont ses éléments principaux, évoquer les structures contractuelles, les points à avoir en tête lorsqu'on se lance dans une négociation et quelles sont les options éventuellement à fermer quand on demande un PPA, faire un panorama du marché européen en l'état et face à tant de challenges à affronter, dire quelques mots, tout de même rappeler pourquoi est-ce qu'on se lance dans une démarche pareille. Et je laisserai Benjamin, de son côté, présenter quelque chose qui est plutôt de l'ordre de nos recommandations, nos guidelines sur comment mettre en place ce genre de projet. Alors, la définition d'un PPA, en fait, elle se fait beaucoup par opposition à un contrat de fourniture classique. Un contrat de fourniture classique d'énergie, c'est un contrat à travers lequel un consommateur vient se mettre d'accord avec un fournisseur pour typiquement des durées qui sont de l'ordre de 1 à 3 ans. Et le rôle du fournisseur consiste à aller approvisionner au nom du consommateur des volumes sur les marchés. Le rôle du fournisseur, fondamentalement, c'est de donner accès aux produits disponibles sur les marchés pour que les consommateurs puissent acheter l'énergie dont ils ont besoin. En simplifiant cet accès au marché, que ce soit une simplification à travers une restriction des produits disponibles ou à travers une formule de prix, qui peut être un prix fixe pendant 3 ans pour certains contrats, mais en général, on est sur des contrats un peu plus élaborés, avec des contrats à clic ou des contrats à bloc plus spot. Donc ça, c'est un contrat classique. Et en un sens, on pourrait dire que c'est un agreement à travers lequel on s'engage à purchaser du power. Donc on pourrait dire que c'est un Power Purchase Agreement. En réalité, quand on parle de Corporate PPA ou de Power Purchase Agreement, ce qu'on veut dire, c'est
un contrat plus long terme, typiquement de l'ordre de grandeur de 3 à 25 ans. Et la raison pour laquelle on est sur des plus long terme, c'est parce que à travers ces contrats, théoriquement, on peut pointer du doigt l'actif qui sert à produire l'électricité qu'on consomme. C'est bien, le rôle du fournisseur n'est pas seulement de donner accès au marché, c'est son rôle, c'est de construire, de développer des actifs, typiquement des actifs renouvelables, qui vont être vendus aux consommateurs pendant la durée du contrat. Et puisqu'on est adossé à un actif, le driver numéro 1 pour pricer un PPA, c'est le CAPEX qui a été nécessaire pour développer l'actif. Et une fois qu'on a identifié, mesuré ce CAPEX-là, on peut tout à fait aller le diviser par le nombre d'années nécessaires, la quantité de productible couverte par le contrat, et donc on arrive à un prix fixe. Et donc là où un contrat classique est un contrat qui est évolutif selon les prix de marché, un PPA, lui, en général, va avoir tendance à avoir un prix fixe sur la durée du contrat. Et quand on rentre dans ce genre de discussion-là, il y a plusieurs questions, plusieurs portes qu'il faut savoir fermer relativement tôt dans la discussion. Une des portes à fermer, ou en tout cas une des décisions à prendre relativement tôt, c'est celle de savoir si on veut s'orienter vers un PPA Greenfield ou un PPA Brownfield. Donc un Greenfield, comme pour un actif industriel, c'est un nouvel actif qui n'existait pas avant. Et du coup, le contrat vient typiquement permettre aux développeurs d'aller voir ses investisseurs en disant « j'ai trouvé un consommateur qui s'engage à prendre le productible pendant la durée de vie de l'actif et donc j'ai sécurisé le risque pris sur la durée de vie de mon actif. » Pour pouvoir dire ça, il faut que le contrat soit adossé à des ordres de grandeur de durée relativement similaires à la durée de vie de l'actif. Et c'est pour ça qu'on est, dans le cas d'un PPA Greenfield, plutôt sur des horizons longs. On est plutôt typiquement entre 15 et 25 ans. À l'inverse, un PPA Brownfield est un PPA à travers lequel, typiquement, un développeur avait un actif qui était soumis à des rémunérations du type appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, des AOCRE. Et puis, une fois que cet actif sort des rémunérations prévues par la CRE, on constate qu'il est encore vivant, il est encore capable de tourner, il est encore capable de produire de l'énergie. Auquel cas, le développeur décide, plutôt que de le démolir tout de suite pour en construire un nouveau, il décide de temporiser un petit peu, de continuer à utiliser le productible qui est disponible et à commercialiser ce productible pendant les quelques années de fin de durée de vie qu'on voit sur l'actif. D'où le fait que les PPA Brownfield sont typiquement de l'ordre de grandeur de moins de 5 ans, entre 3 et 5 ans. Et l'autre aspect important par rapport à ça, c'est que comme les horizons de temps sont plus courts, on est davantage en compétition avec les marchés. C'est-à-dire que le développeur est davantage séduit par sa capacité à aller vendre les volumes au spot plutôt qu'à travers un PPA. Et donc, aujourd'hui, suite à la crise énergétique de 2022, on a tendance à avoir des PPA Brownfield qui sont plutôt plus chers que les PPA Greenfield, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une autre option à se poser lorsqu'on se lance dans un PPA, c'est celle de savoir si on veut se lancer dans un PPA physique ou un PPA financier, qu'on appelle aussi virtuel. Un PPA physique, c'est un PPA à travers lequel on a réellement deux contrats de fourniture. Un contrat avec le développeur de l'actif ENR qui vient livrer des volumes au consommateur final et un autre contrat à travers un fournisseur classique qui vient livrer le complément de volume pour matcher la consommation totale, les volumes résiduels. Dans un contrat physique, on va avoir tendance à avoir un intermédiaire entre le développeur et le fournisseur. Le rôle de cet agrégateur, de cet intermédiaire, c'est quelque part d'absorber l'imprévisibilité inhérente à un actif ENR. Et donc, l'agrégateur prend en charge le fait que si jamais l'actif ENR produit un peu plus ou un peu moins, il soit capable de revendre le surplus ou d'acheter le déficit pour pouvoir livrer un profil relativement stable au consommateur. Et ça lui permet, d'une certaine manière, de se coordonner avec le fournisseur en disant « demain, je livre tant, donc vous livrez tant ». C'est ça le rôle de cet agrégateur-là. Et donc, on va avoir les volumes PPA livrés d'un côté et les volumes résiduels livrés de l'autre. Dans un actif financier, dans un PPA financier, la situation est un peu différente, dans le sens où on dit qu'il est virtuel de par le fait que les volumes sont, de fait, vendus pour leur totalité au spot par le développeur. Simplement, le développeur va avoir, en parallèle de cette livraison sur le réseau, il va avoir un contrat qui est un instrument financier
à travers lequel il s'engage soit à payer, soit à être payé par le consommateur à hauteur de la différence entre le prix dont ils conviennent pendant la durée de vie du contrat et le prix du marché pendant la période considérée. Mais les flux physiques, la livraison d'électricité, elle, est bien faite directement sur le réseau. Elle n'est pas faite sur le périmètre d'équilibre du consommateur. Ce qui veut dire que le fournisseur classique du consommateur est tenu de livrer et les volumes résiduels et les volumes du PPA à un prix de marché. J'en étais à essayer de développer la différence entre un PPA physique et un PPA financier. Un PPA financier, un PPA physique, on va avoir, si on récapitule dans les flux financiers qu'on voit, d'une part, je vois qu'on ne voit pas mon visage, je vais essayer de revenir sur cette scène. Donc, on va avoir d'une part simplement le contrat du PPA, on vient payer les volumes PPA au prix du PPA, et le contrat résiduel qu'on vient payer au prix de marché. Et donc, in fine, ce que paye le consommateur, c'est son volume PPA au prix PPA, son volume résiduel au prix de marché. Dans le cas d'un PPA financier, la situation est un peu différente. Le PPA permet de faire une transaction, un settlement, entre le développeur et le consommateur. Et ce settlement va être égal à la différence entre le prix du PPA et le prix de marché, pondéré par les volumes couverts par le PPA. Et de l'autre côté, côté fournisseur, on va payer simultanément le volume résiduel et le volume du PPA, la totalité de la consommation, au prix de marché. Et simplement, quand on vient superposer les deux flux financiers qui ont lieu, eh bien, le volume PPA fois prix de marché d'un côté vient s'équilibrer avec les volumes PPA fois prix marché de l'autre. Et in fine, côté consommateur, on retrouve bien la même formule de prix globale que ce qu'on aurait eu dans le cas d'un contrat physique. Donc, en termes d'impact économique, on est plutôt sur des éléments qui sont à la marge. Le prix final payé par le consommateur est le même dans les deux cas, simplement il se fait à travers des mécanismes qui ne sont pas les mêmes selon si on est en physique ou en financier. L'un a des avantages et l'autre aussi, enfin tous les deux ont des avantages et des inconvénients. Côté PPA physique, ça a plutôt tendance à être la dominante de marché sur la France, ce qui n'est pas le cas aux US ou ce qui n'est pas le cas sur d'autres géographies. En France, on a plutôt tendance à être dans cette situation-là. Mais l'inconvénient, c'est que ça nécessite de faire intervenir un agrégateur et donc un tiers. Et donc, ça fait évoluer, ça complexifie un peu les mécaniques à mettre en place. L'avantage d'un PPA financier, de son côté, c'est le fait que ça permet d'aller chercher des PPA transfrontaliers et notamment d'avoir un actif en Espagne qui couvre de la consommation en France, au UK et en Italie en même temps, modulo les corrélations entre les différents marchés, mais techniquement, c'est possible, comme il n'y a pas de réalité sur l'injection du réseau, on peut couvrir la consommation d'un site avec un actif sur un autre pays. L'inconvénient de cette mécanique-là, c'est d'une part le fait qu'on a un côté virtuel, donc on peut se faire taxer de greenwashing quand on met en place ce genre de mécanique-là. Et l'autre, c'est que d'un point de vue comptable, c'est un produit financier, c'est un swap. Et donc, on souscrit à ce produit financier. En ce sens, c'est plus souvent considéré comme étant consolidant que ce qu'on peut avoir quand on est sur un PPA physique. Les autres éléments contractuels qui sont assez structurants quand on se lance dans un PPA, ça va être la façon dont le développeur s'engage à livrer des volumes. La pratique dominante de marché en ce moment, ça a plutôt tendance à être ce qu'on appelle du pay as produced, c'est-à-dire que le développeur s'engage à livrer ce qu'il produit. Si c'est un peu plus ou si c'est un peu moins que ce qui était prévu, c'est au consommateur, à travers son agrégateur, d'absorber les écarts par rapport à ce qui était prévu. À l'inverse, ce qu'on pouvait voir dans le passé, ce qu'on voit un peu moins souvent maintenant parce que ça a un coût, c'est du pay as dominated. Le développeur s'engage à respecter un profil de production déterminé en avance, voire parfois même du base load. Le développeur s'engage à convertir la réalité de son profil en une forme flat, un bandeau représentant 1 mégawatt livré chaque heure de chaque jour de la période considérée. Ces pratiques-là, on les voit un peu moins souvent parce qu'elles sont plus contraignantes pour les développeurs. Et suite à la crise énergétique de 2022, le rapport de force est plutôt en faveur des développeurs. Autre élément à avoir en tête, c'est celle de la formule de prix. Quand on cherche un PPA, en général, c'est pour avoir un prix fixe. Et comme on est adossé à un CAPEX en particulier, c'est normal d'aller chercher ce genre de prix fixe. On peut trouver autre chose. J'ai entendu parler, mais n'ai jamais vu par moi-même, des prix planchers ou des prix plafond. Ça peut, paraît-il, exister. Et ce qu'on voit par ailleurs, c'est les prix variables. On l'a vu notamment pour un PPA on-site, où un client acceptait de prendre les volumes produits
sur son terrain. Et là, ce que faisait le fournisseur, c'était qu'il s'engageait à toujours livrer un peu moins cher qu'un indice de marché. Et donc, on ne sécurise plus à travers un tel contrat un prix fixe. En revanche, on sécurise d'être toujours un peu moins cher que le prix de marché, ce qui peut avoir une forme de notre activité. Quand on se met sur un prix fixe, ce qu'il faut tout de même avoir en tête, c'est qu'il reste un pourcentage qui est adossé à l'inflation. Et quand on regarde la structure de coût, on comprend assez bien. Ce qu'on a repris ici, c'est une structure de coût typique qui nous a été donnée par un cabinet d'ingénierie qui a mis en service un projet PV récemment, où eux, l'ordre de grandeur, c'est 75% de CAPEX pour le matériel au développement de l'actif, et puis 25% d'OPEX, que ce soit de la maintenance ou que ce soit du loyer, où là, on peut assez bien comprendre que ce morceau-là soit exposé à l'inflation. Pardon. Voilà, donc ça c'est les structures classiques qu'on va avoir tendance à retrouver quand on est sur un contrat PPA. Néanmoins, on commence à voir des moutons à 5 pattes émerger, des structures un peu plus innovantes. Notamment, on a vu passer quelques PPA multi-acteurs. Un des enjeux du PPA, c'est quand même l'enjeu de la solvabilité de la contrepartie, de la personne qui vient consommer les volumes. Et donc, avoir un PPA multi-acteur peut éventuellement résoudre, ou en tout cas foisonner ce risque de contrepartie. Et c'est comme ça que Google, DSM, AkzoNobel et Philips ont signé un PPA ensemble auprès de 2 projets éoliens. Et à l'inverse, Walmart, dans une optique de décarbonation de son scope 3, a souhaité permettre à ses fournisseurs de trouver de l'énergie verte et donc leur a permis de souscrire à un PPA que lui achetait pour eux. Et donc, ça permettait d'absorber à la fois la complexité technique, parce que ça nécessite d'avoir une équipe plutôt bien câblée pour négocier ce genre de contrat. Ça a permis aux fournisseurs de résoudre ce problème de ressources pour négocier un contrat, et ça leur a également permis de résoudre le problème de leur solvabilité financière. Donc, côté PPA, on commence à voir quelques structures un peu plus innovantes. Et un autre élément qu'on a vu très récemment en France, pour le coup, Cocorico, c'est ce que Arkema appelle un BPA, un Biogas Purchase Agreement, où c'est la même mécanique, simplement appliquée au biogaz plutôt qu'appliquée à l'électricité. L'avantage, c'est d'aller chercher une stabilité des prix. Et pour un grand consommateur de gaz comme Arkema, c'est vraiment l'occasion d'aller montrer au management qu'au moins on a sécurisé une partie de ses volumes à un prix fixe sur le long terme. Et puis, l'impact de décarbonation de prendre du gaz renouvelable en France est plus fort que l'impact de décarbonation quand on prend de l'électricité renouvelable. Évidemment, on vient en concurrence du gaz fossile plutôt que de venir en concurrence de l'électricité nucléaire française, et donc l'impact de décarbonation est beaucoup plus important. Donc, on commence à voir émerger des structures un peu plus innovantes de ce type-là. Si on essaie de revenir sur le panorama du marché, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la France n'est pas forcément le pays le plus en avance sur ces technos-là, enfin sur ce type de contrat-là. La France a souscrit environ 630 mégawatts de puissance à travers des PPA. C'est le même ordre de grandeur que ce qu'on peut voir au UK ou en Allemagne. C'est un peu derrière ce qu'on a en Irlande, notamment les géants de la tech en Irlande ont été assez innovants sur ce sujet-là. Et par ailleurs, celui qui est très en avance en Europe, c'est l'Espagne, de par le fait que le productible PV est extrêmement intéressant en Espagne aujourd'hui. Il y a une vraie appétence pour faire typiquement d'ailleurs des PPA financiers pour des actifs en Espagne qui vont délivrer de l'électricité soit sur le territoire, soit ailleurs en Europe. Et on voit que la dynamique de marché a vraiment démarré depuis quelques années seulement. Les premiers contrats qu'on a vus en France sont en 2019. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les annonces publiques qui ont été faites. On voit effectivement que c'est en 2019 qu'on démarrait les premières communications sur le sujet. Vous avez à gauche les quelques précurseurs qui ont été assez vocaux sur cette thématique-là. Il faut avoir en tête que la dynamique s'est beaucoup accélérée en 2022, notamment suite à la crise énergétique. Et ça se retrouve dans les prix. Ce qu'on a mis dans le graphe de droite, c'est une courbe qui compare le prix de marché le plus lointain possible, le prix EEX pour du baseload livré dans 3 ans, donc en 2021 pour 2024, en 2022 pour 2025, donc KY plus 3. Et on a comparé ça à un indice qui est publié par une société qui s'appelle Pexapark, qui essaye de quantifier une valeur de marché raisonnable pour un PPA moyen européen. En tout cas, l'indice public qui communique, c'est un PPA moyen européen. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est un PPA moyen dans le sens cross-technologie, PV, éolien onshore, éolien offshore. Moyen, c'est-à-dire une durée de vie de 10 ans, en pay as produced, en prenant en considération tous les prix de marché qu'on voit sur tous les pays.
Donc, bref, ça représente aucun actif particulier, ça représente une moyenne d'actifs, mais là, typiquement, on est autour aujourd'hui de 75 euros du mégawattheure. Et ce qu'on voit, c'est que même si le fondamental derrière le pricing d'un PPA, c'est le CAPEX qui a été déboursé, on voit qu'il y a une corrélation assez forte avec les tendances de marché. Avant de partir sur les éléments de mode opératoire, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'était rappeler, ça peut faire un peu peur de rentrer dans autant de considérations. Il y a quand même des avantages à mettre en pratique ce genre de démarche. Le premier, il faut que ce soit le driver numéro un qu'on ait à l'esprit quand on se lance dans cette démarche-là. C'est un driver de stabilité du prix, de sécuriser un prix d'électricité sur de long terme pour éviter d'être soumis aux aléas, comme on a pu le voir en 2022, des prix de l'énergie. C'est l'occasion de communiquer sur évidemment la réduction de son scope 2, avec bien sûr un impact plus fort quand on est en dehors de l'électricité décarbonée française, mais ça va avoir un impact assez fort quand on est en particulier en Allemagne, au UK, en Pologne, etc. Et puis, bien sûr, c'est un atout de communication. Alors, sur sa stratégie RSE, évidemment, je pense aussi que c'est l'occasion de montrer sa maturité industrielle, sa capacité à se positionner sur des mécanismes un peu plus sophistiqués, un peu plus complexes, un peu plus engagés par rapport aux questions énergétiques. Et donc, c'est pour moi également un vecteur de communication en interne auprès de ses équipes et comme étant la marque employeur d'un consommateur, de dire qu'il y a un vrai positionnement par rapport à ça. Voilà les gros atouts qu'on peut voir. Et je laisse la parole à Benjamin sur la thématique de comment mettre ça en ordre de bataille pour aller signer les PPA. Merci Augustin. Je veux juste faire un petit rappel avant de faire ma partie. Vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. Vous pouvez venir poser vos questions. On va essayer de garder quelques minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre, tenter d'y répondre. Donc, cette partie opératoire va venir se focaliser un peu plus sur l'approche pratique, l'approche opérationnelle de la négociation d'un corporate PPA. Donc, ça va tenter de répondre à certaines questions, comme comment se lancer dans une négociation de PPA, quelles sont les difficultés auxquelles on va faire face, quelles sont les clauses les plus importantes dans un corporate PPA. Et donc, nous commencerons par les étapes, donc la démarche que nous proposons lorsqu'un consommateur nous demande de l'aide dans la négociation d'un PPA. Puis, nous passerons sur des astuces, plutôt des pièges à éviter sur deux sujets qui peuvent être des points durs assez rapidement, ça va être les enjeux comptables et les garanties financières. Ensuite, faire un petit focus sur l'agrégation, qui d'expérience est un petit peu difficile à appréhender. Puis, nous finirons sur les aspects calendaires. Donc, on va faire un petit zoom dans l'aspect contractuel avec les différentes phases du calendrier. Alors, pour commencer, sur ce type d'accompagnement, nous aimons bien garder une trame commune, donc ici, qui est décrite ici en 4 étapes. Évidemment, ce n'est pas un cadre qui est rigide ou fixe, ça peut être adapté à chacun des projets, mais en tout cas, on retrouve assez souvent ces étapes-là. Donc, la première, qui est ici appelée étude d'opportunité, est très importante. C'est pendant cette étape-là qu'on va venir questionner le consommateur, on va venir lui demander quelles sont ses attentes, quel type de PPA il veut, donc ça peut être financier, physique, brownfield, greenfield, quels sont les volumes qui vont être concernés par le PPA. Et voilà. Et l'objectif, ça va être de rédiger un cahier des charges qui va essayer d'être le plus précis possible, en ayant fermé le plus de portes possible pour faciliter la discussion avec les développeurs. Et donc, on passe sur une phase après de RFI, donc c'est Request for Information. On va venir contacter un panel assez élargi de développeurs. Et l'objectif derrière, c'est de venir identifier la disponibilité des projets renouvelables. En parallèle, obtenir des premiers intervalles de prix et aussi s'assurer qu'on parle le même langage que les développeurs. Ensuite, on passerait sur une phase de RFQ, donc Request for Quotation. Là, on vient restreindre le nombre de développeurs et on vient rentrer un peu plus dans les détails des offres, demander des formules de prix plus précises, peut-être commencer à observer un premier template de contrat et donc, à la fin, avoir des offres qui sont plutôt engageantes de la part des développeurs. Et ensuite, pour passer sur une négociation avancée, donc regarder l'offre la plus adaptée au consommateur et venir faire une relecture plus fine du contrat, des clauses qui sont dimensionnantes et pour arriver avec un PPA qui est finalisé et non en attente de signature. En conclusion de la slide, je voulais juste préciser que la signature d'un PPA est une décision qui est quand même engageante au vu des délais de contrat, qui va venir nécessiter une étude d'opportunité et des négociations, et donc qui va mobiliser différents services sur plusieurs mois chez le consommateur. Ensuite, on va faire un petit zoom sur deux enjeux qui peuvent être
des points durs dans la négociation des contrats et ce sont des enjeux à aborder le plus rapidement possible dans la démarche qu'on a présentée juste avant. Le premier, c'est au niveau comptable. Donc, en effet, un corporate PPA vient nouer un lien assez fort entre un actif renouvelable, un développeur, et le consommateur. De par la durée du contrat long terme, de par le prix qui est fixe entre les deux. Et donc, le consommateur va devoir effectuer un travail en interne avec les équipes finance pour venir travailler sur les différentes clauses pour éviter de dégrader la capacité de financement de la société. Et donc ici, deux cas se présentent. Le corporate PPA financier. Donc, comme Augustin l'a expliqué, c'est finalement un swap, donc un outil financier. Donc ici, la jurisprudence va plutôt induire plutôt dans le sens d'une consolidation de l'actif dans les comptes du consommateur, au vu du fait que c'est un swap. Donc là, l'enjeu derrière, c'est de venir anticiper cette consolidation de l'actif. Par ailleurs, pour le corporate PPA physique, ici, la consolidation peut être évitée, mais il faut respecter certains principes et mettre en avant certaines clauses pour éviter cette consolidation. Donc ici, vous avez une liste qui est non exhaustive d'éléments à mettre en avant dans le corporate PPA pour tenter d'éviter cette consolidation. Il faut bien insister sur le fait que le consommateur n'assure pas l'actif, il ne le contrôle pas, il n'a pas l'option de l'acquérir, par exemple à la fin du contrat du corporate PPA. Les risques et les bénéfices doivent appartenir seulement au développeur et si le consommateur n'arrive plus à honorer son contrat, l'actif reste valorisable. Donc, si tous ces éléments sont inscrits, si on insiste bien sur ces éléments d'un corporate PPA, la consolidation va pouvoir être évitée. Ensuite, le deuxième enjeu va être sur les garanties bancaires. En effet, signer un corporate PPA va nécessiter une très bonne santé financière de la part du consommateur. Et cela, ça s'explique par le fait qu'un projet de production d'électricité renouvelable est très capitalistique. Ce que vous voyez là sur l'analyse de sensibilité sur le haut, c'est une analyse de sensibilité sur le LCOE, donc Levelized Cost of Electricity. Finalement, c'est le coût de l'électricité ramené en euros du mégawattheure. Ici, pour du photovoltaïque développé de manière prospective à grande échelle en 2050. Et ce qu'on voit, c'est que le coût du capital arrive en deuxième position, juste derrière la localisation. C'est évident que pour du photovoltaïque, si vous les mettez en Espagne ou si vous mettez les panneaux en Finlande, la production va être différente et donc le coût de l'électricité va être différent. Mais le coût du capital arrive juste derrière, en deuxième position. Et donc, pour abaisser le coût du capital, les organismes financiers vont demander des garanties financières qui vont être très engageantes auprès des deux parties, côté consommateur et côté développeur. Et donc ça, les enjeux sont assez différents. Du côté consommateur, il souhaite s'assurer que le développeur ne va pas faire défaut pour avoir son approvisionnement en électricité dans le cadre d'une CPPA. Côté développeur, imposer des garanties financières engageantes auprès du consommateur va l'aider à réduire le coût de sa dette auprès des organismes financiers et possiblement compenser des défauts de paiement de la part du consommateur. Je voulais seulement insister sur la symétrie qu'on retrouve dans les deux situations. Si jamais une partie fait défaut, l'acteur lésé devra se retourner sur les marchés spot pour soit acheter les volumes manquants si c'est le développeur qui fait défaut, soit revendre les volumes en surplus si c'est le consommateur qui fait défaut. Et donc ici, on voit la certaine symétrie entre les deux. Donc ici, le développeur et le consommateur ne sont pas seulement les seuls acteurs concernés lorsqu'on signe un corporate PPA. Dans la situation d'un PPA physique, un agrégateur doit intervenir. Et donc, un petit rappel, l'agrégateur fait le lien entre la production d'électricité de l'actif et le marché de gros. Et donc, les caractéristiques d'un contrat d'agrégation sont ici, c'est un contrat déjà qui est court terme, donc entre 1 et 3 ans, donc, en opposition avec le corporate, avec la durée du corporate PPA de Greenfield qui est entre 10 et 25 ans, par exemple. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que le contrat d'agrégation est obligatoire sur toute la durée du CQPA. Et au vu de sa durée de court terme, il est nécessaire de le reconduire à chaque instant. Donc, soit le reconduire, soit de changer d'agrégateur. Mais en tout cas, les contrats d'agrégation doivent se recouvrir sur toute la durée du PPA. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités d'accompagnement. Soit vous choisissez votre fournisseur historique en tant qu'agrégateur. Très souvent, les fournisseurs ont internalisé la fonction d'agrégation. Et donc, vous pouvez voir avec lui, les démarches sont simplifiées. Et la relation agrégateur-fournisseur est plus facile, c'est la même entité.
soit certains développeurs ont aussi internalisé cette fonction-là d'agrégation, donc vous pouvez aussi leur demander. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a une parfaite connaissance de l'actif et le prix est adapté, le prix de la prestation sera adapté. Soit vous voulez éviter des possibles conflits d'intérêts, vous choisissez une autre entité. Ensuite, le coût de cette prestation d'agrégation va venir dépendre des risques qu'on souhaite transmettre à l'agrégateur. Déjà, le risque que l'agrégateur porte dans tous les cas, c'est le risque d'équilibrage. Ça, c'est la définition, c'est la raison d'être de l'agrégateur. On peut l'appeler aussi responsable d'équilibre. C'est lui qui va porter ce risque-là. Donc, il va s'assurer que l'injection est égale à la consommation sur son périmètre d'équilibre. Donc, le risque d'équilibrage, c'est le risque que la production qui est annoncée la veille, en J-1, n'est pas conforme à la production réalisée le jour J. Donc, si on a des petites différences entre les deux, l'agrégateur doit payer un coût. Ensuite, les deux autres risques, le risque profil et volume qu'on a mis en avant ici, l'agrégateur n'est pas forcé de les porter. On peut lui demander de porter ces risques et la prestation d'agrégation sera plus élevée. Le risque profil, c'est un risque qui traduit le fait que le profil effectif ne correspond pas à un profil calculé qui est caractéristique de la technologie. Par exemple, un photovoltaïque, c'est une cloche de production centrée sur les horaires de midi. Si jamais la production réelle diffère de cette cloche théorique, on va avoir des coûts supplémentaires. Ensuite, le dernier risque qu'on a mis en avant ici, c'est le risque volume. Ici, c'est le risque que l'actif ne produise pas la quantité calculée par les modèles de prévision météorologique. Donc, si jamais c'est une année qui n'est pas très venteuse, les éoliennes vont produire moins que prévu ou inversement. Donc, c'est ce qui est traduit par ce risque volume plus à la maille du mois, du trimestre ou de l'année. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les jalons calendaires. Donc, le corporate PPA, un grand nombre de clauses du corporate PPA va venir cadrer les différentes étapes dans la tenue du corporate PPA pour arriver à une livraison des premiers volumes. Donc là, c'est une frise d'exemple avec un projet Greenfield. Vous avez ces différentes étapes. Donc, une négociation du PPA en amont. Ensuite, dès que le PPA est signé, vous avez différentes étapes. La levée des conditions suspensives, puis la construction de l'actif, puis une période de test de l'actif avant la livraison des volumes. Donc, vous allez avoir différentes périodes avec des délais plus ou moins importants. Donc, c'est important de bien négocier les clauses, de bien observer les clauses qui vont venir cadrer ce calendrier. Et donc, vous comprenez bien que les clauses de retard et de sortie vont jouer un rôle très important dans la corporate PPA. Et donc, les quelques questions à factualiser lorsqu'on négocie un corporate PPA, ça va être jusqu'à quand, sous quelles conditions le consommateur peut-il sortir du contrat. Pareil du côté du développeur, jusqu'à quand et sous quelles conditions il pourra sortir du contrat. Ensuite, quelle garantie le développeur donne-t-il en termes de disponibilité de l'actif? Quelles sont les pénalités en cas de retard dans la livraison de volume? Ou alors, à partir de quel retard dans la livraison des volumes le consommateur peut-il sortir du contrat? Donc, tous ces sujets sont à observer attentivement lorsqu'on va venir négocier un corporate PPA. Je vais peut-être laisser la conclusion à Augustin. L'objectif, je reviens, de ce webinaire, c'était d'essayer de dresser un panorama des questions à avoir en tête, des sujets importants quand on se lance dans ce genre de négociation-là. Benjamin l'a évoqué, on a eu beaucoup de prises de contact en 2022 de gens en disant bonjour, je voudrais un PPA tout de suite parce que la crise me fait peur. Et quand on leur a expliqué ce que ça impliquait en termes de structure à mettre en place, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de réflexion préliminaire sur est-ce qu'on a les ressources, est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on est prêt à faire face à ça. C'est une démarche qui paye, qui est clairement, qui a son intérêt en ce moment, mais qui est exigeante d'un point de vue négociation et d'un point de vue accès à son management pour défendre les projets. Et donc, il faut être capable de se mettre en ordre de bataille pour répondre à ces différents points. On a fait par ailleurs, j'ai bien conscience que tenir une demi-heure de webinaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus digeste pour tout le monde. On a fait une synthèse qu'on vous enverra dans le support en question, et on vous laisse réagir et utiliser cette synthèse autant que souhaité. On va commencer à prendre des questions, si jamais il devait y en avoir. Donc, on vous laisse poser vos questions dans le petit onglet qui est prévu pour ça. J'en prends quelques-unes qui nous ont été posées en amont de ce webinaire-là, ou par d'autres vecteurs, qui était celle de savoir comment est-ce qu'on choisit entre du PV et de l'éolien.
Et alors, cette question-là est pas forcément évidente dans le sens où, comme d'habitude, on a tendance à botter en touche en disant que ça dépend. Et notamment, ça va dépendre en particulier de la forme du profil du consommateur. Quand on est un supermarché et que du coup, on a une production très forte la journée, beaucoup plus que la nuit, parce que le supermarché est vide la nuit, on a des belles cloches et il se trouve que c'est des cloches qui correspondent relativement bien aux cloches solaires. Et donc, ça peut être plus pertinent de prendre du PV. Quand on est un industriel avec un profil flat, là, pour le coup, c'est moins évident. D'un point de vue économique, il n'y a pas une tendance évidente de prendre l'un plutôt que l'autre. Il n'y a pas un qui ressort comme étant beaucoup moins cher que l'autre. Il y a une analyse préliminaire à faire en discussion avec les développeurs pour avoir leur prix, essayer d'estimer le coût de l'agrégation et l'impact sur le reste à sourcer et voir faire cet arbitrage au regard de ça. Mais il n'y a pas un driver évident qui ressort, enfin, pardon, une technologie évidente qui ressort par rapport à l'autre. Une petite question. On se demande comment ACE se rémunère sur ce type de sujet. Nous, on se rémunère comme des consultants. La difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire au nombre de jours passés, la difficulté par rapport aux heures de projet, c'est le fait que on n'a pas la main sur la difficulté à négocier, dans le sens où il y a tout un chantier derrière d'accompagnement des dirigeants pour expliquer comment ça va marcher, pour expliquer quelles sont les options stratégiques à fermer, pour expliquer, et même d'ailleurs pour accepter ou pas certaines concessions dans la négociation. Et donc, on maîtrise fondamentalement en tant qu'externe pas le calendrier. Ça dépend énormément de l'appétence des décisionnaires sur ce point-là. Et donc, pour nous, c'est très difficile de se rémunérer au success fees quand on lance ce genre de prestations-là, parce qu'on ne maîtrise pas le calendrier qui va être mis en place. Toi, on t'avait posé une question aussi, Benjamin, Oui, je crois, sur la design. c'était le lien, donc les discussions là, sur la réforme du marché européen de l'électricité et quel rôle va jouer le PPA là-dedans. Donc c'est vrai que dans ces discussions-là, on va avoir le nom du PPA vont venir assez souvent pour réformer le marché de l'électricité au niveau européen. Et ce qui est à noter, c'est que une des difficultés pour venir contractualiser un PPA, ça va être les garanties financières. Et donc, dans cette réforme-là, la Commission européenne autorise les États à venir aider les différents acteurs, les consommateurs, pour venir montrer des garanties financières suffisantes pour contractualiser les PPA. On va avoir aussi une autre. Cette réforme-là va venir orienter les développeurs, va les aider. Les développeurs, quand ils candidatent pour les appels à projets, les appels d'offres publics, pardon, de soutien, ils autorisent ces développeurs à consacrer une partie de la production pour du PPA. Donc là, ça va venir encore développer le marché du PPA. Ils ne sont pas obligés de tout mettre l'actif sur l'appel d'offres public de soutien. Un élément, pardon. Un dernier point aussi sur les fournisseurs. La Commission européenne va demander aux fournisseurs, va imposer aux fournisseurs de se couvrir de manière convenable, on va dire. Donc, à la fois sur les marchés à terme, mais aussi les pousser à se couvrir grâce à des PPA. Donc, ça va aussi pouvoir développer ce marché encore plus. Alors, on nous pose une question sur le retour sur investissement. Pardon, le complément que je voulais apporter sur ce qu'évoquait Benjamin, c'est le fait que cette réforme du market design, on attend plutôt à l'horizon fin 2025. Donc, il y a clairement une certaine inertie dans son application. C'est pas évident d'attendre que cette réforme soit effective pour se dire qu'on va commencer à faire du PPA. Donc, il y a peut-être éventuellement la nécessité de se lancer avant d'aller au bout que la réforme aille au bout. On nous pose une question sur le retour sur investissement de ces projets. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement quand on est pour convaincre son management sur ce sujet-là? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Puisque c'est un PPA, on s'engage à acheter des volumes, on s'engage pas à mettre de l'equity pour financer le projet. Et donc, ça se mesure pas avec un payback, c'est pas ça la bonne métrique. Ça peut se mesurer éventuellement avec des gains et de dire quel est le gain économique à faire un PPA. Sauf que toute la difficulté, c'est d'être capable de savoir à quelle hypothèse de marché on se compare, parce qu'on vient du coup pour faire un gain comparer le PPA à ce qu'on aurait payé si on était resté sur les marchés. Et le problème, c'est que ce qu'on aurait payé si on était resté sur les marchés, quand on regarde 2022, le PPA sont extrêmement attractifs. Forcément, les marchés sont montés à 1 000 € du mégawattheure en 2022. Mais quand on regarde 2020, en plein milieu de la crise Covid, là, pour le coup, les marchés étaient pas du tout attractifs. Étaient extrêmement attractifs et extrêmement bas. Et donc, clairement, il n'y a pas de possibilité
de défendre ce projet d'un point de vue économique. Donc, l'intérêt de rentrer dans un PPA est beaucoup plus de chercher de la stabilité dans le prix, plus que de l'agressivité économique, parce que clairement, un PPA, il faut avoir en tête qu'il y a des années où il rapportera de l'argent et il y a des années où il en coûtera par rapport à la situation où on reste sur les marchés. Et il faut le voir ça comme éventuellement un premium d'assurance qu'on est prêt à payer pour avoir un prix fixe. Peut-être le temps de faire une dernière petite question, c'est une question sur quelles sont les années de mise en production d'un Greenfield 2027 pour l'intervention. Est-ce que tu veux donner des petites… Ouais, nous, alors, faut avoir, oui, aujourd'hui, les projets qui démarrent tout de suite, enfin, qui sont naissants aujourd'hui et les terrains identifiés par des développeurs qui n'ont pas encore sécurisé, etc., bien sûr qu'ils vont être mis en service dans un horizon de temps relativement lointain. Il faut avoir en tête même que quand on va parler à des développeurs, en général, ils viennent nous voir en disant, on leur explique quels sont les volumes qu'on cherche et la typologie de projet qu'on cherche, et ils vont nous dire qu'ils ont tel ou tel projet qui a déjà avancé, où ils ont déjà sécurisé le terrain, ils ont déjà dimensionné les actifs, fait les études d'ingénierie qu'il faut, parfois déjà même obtenu le permitting ou obtenu l'accord de raccordement. Il y a un certain progrès qui a été fait là-dessus. Et donc, ils sont capables d'arriver avec des projets avec un certain niveau de maturité. Nous, on nous a soumis en décembre 2022 un projet qui arrive à échéance en Q2 2024. Donc, il est possible de trouver des projets pas si lointains que ça. C'est loin 2024, mais c'est pas si loin que ça. En général, on arrive à convaincre un management d'attendre un petit peu, quelques années pour aller les chercher. Alors, on arrive au bout des questions qui nous ont été posées. Je vois qu'une personne est en train de taper. Il y avait autre chose ou pas? Market design, on en a parlé. Ouais. Oui, en synthèse, un PPA permet de dérisquer la fourniture d'énergie, d'électricité, de mettre en œuvre de la visibilité sur ses coûts. Oui, c'est bien ça le driver. C'est du même type d'ailleurs que l'AREN est un mécanisme qui permet de rassurer des industriels faisant des investissements énergo-intensifs. Le PPA est également un moyen pour sécuriser un prix d'énergie fixe. Alors, il se trouve que l'AREN est particulièrement attractive en ce moment et que les PPA vont avoir tendance à être un peu moins attractifs, mais néanmoins, on voit bien que c'est ça le gain avant tout, c'est d'être drivé par une optique de décarbonation et de stabilité des prix. On arrive au bout des 45 minutes qui étaient prévues pour ce webinaire. On se réjouit de vous avoir tous eu autour de la table et d'avoir pu échanger avec vous à travers ces quelques questions. On serait très heureux d'échanger avec vous par oral si jamais vous avez des projets qui arrivent à échéance dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails pour nous tenir au courant de la maturité de vos réflexions sur ces sujets-là. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée.